Bienvenue sur le plateau de Picardie Matin. C'est la dernière semaine de l'émission avant le coup d'envoi des vacances de Noël. On va essayer de vous faire rêver durant ces 4 jours d'émission qui nous restent à passer ensemble pour l'année 2016. Nous sommes lundi 12 décembre. Bienvenue donc sur Picardie Matin. Il est tout juste 9h48. Regardez, le sommaire va s'afficher dans quelques secondes. Comme chaque lundi, nous parlerons animaux. Et cette semaine, avec Nathalie Lavieille, nous reviendrons sur les animaux à adopter à la SPA. Comment bien choisir le type de chien qui correspond à notre quotidien? Quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'adopter? On fera donc le point avec Nathalie Lavieille tout à l'heure sur le plateau. Et puis recrutement de téléconseillers. Désormais, on dit conseiller clientèle à distance. Une centaine de postes à pourvoir sur l'année 2007 dans une entreprise du côté d'Amiens. On vous en parle sur ce plateau. Et enfin, crèche vivante à Clairoy en 1970 et non pas 76. Eh bien, c'est la rubrique INA de cette semaine. Et puis enfin, la caméra extérieure aujourd'hui. On prend la direction du musée de Vassonne. Vous allez voir, c'est une véritable caverne d'Ali Baba où nous attend Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Julie, bienvenue en direct dans la brume de Vassogne. On est ici au cœur pas au cœur, mais pas très loin du chemin des dames. Je ne sais pas si on peut... Enfin non, on ne peut pas le voir. Il faut juste faire preuve d'un peu d'imagination parce que derrière, là-bas, ces arbustes et tout ça, où il y a une énorme nappe de brouillard, eh bien, il y a plein d'histoires là-bas. Il y a plein d'histoires qui se sont passées pendant la guerre. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et ici, à Vassogne, il faut savoir que c'est un petit village que vous allez découvrir à l'écran, qui a été, mais alors, à l'époque, complètement ravagé par la guerre. Et que du coup, il a fallu reconstruire ce village. Vous avez vu l'hôtel de ville, vous avez vu l'église. Il y a quelques maisons, on est à peu près, je crois, un petit peu moins d'une centaine d'habitants ici. Et il y a un homme, un jeune du village qui est né ici. Et lui, il s'est dit, maintenant je travaille à Paris, je ne peux pas laisser la mémoire de ce village mourir. Donc, je vais recueillir tous les objets qui ont servi à la reconstruction de ce village. Et résultat, eh bien, il a imaginé, dans ce musée de Vassogne, sur ses fonds personnels, il a recueilli tous les objets qui ont servi à la reconstruction du chemin et à la reconstruction de ce village. C'est un petit musée qu'il a imaginé ici, dans un ancien corps de ferme. Il y a un petit bâtiment ici et un autre là qu'on va visiter, Julie, tout à l'heure. Je suis un peu essoufflé parce que mine de rien, on ne s'en rend pas compte avec la caméra. Mais ça monte un peu. À tout de suite en direct ici à Vassogne. À tout de suite. Restez avec nous. Reposez-vous le temps que nous on fasse un petit point sur la météo de ce lundi 12 décembre. Regardez la caméra là. La carte n'est pas très jolie ce matin. Elle est plutôt grise avec des brumes, de la purée de pois. Surtout si vous traversez l'Oise et que vous prenez la direction de Paris. Et puis les températures ce matin, elles sont comprises entre 2 et 4 degrés. Cet après-midi, côté ciel, je suis désolée de vous le dire, il n'y a pas de changement, c'est gris. Et en plus, la pluie arrive. Donc voilà, c'est pas très beau pour ce lundi. Surtout de la pluie, surtout dans le département de la Somme et de l'Oise. Et des températures qui ne dépasseront pas les 8 degrés. 5 du côté de Noyon et Saint-Quentin, 7 pour Creil ou encore Soissons, jusqu'à 8 du côté d'Abbeville. Voilà pour la météo du jour. Bonjour Gontran. Bonjour Julie. Vous avez passé un bon week-end. Très bien. Est-ce que nos téléspectateurs ont envoyé des photos ce week-end? Absolument, à l'adresse picardie.matin@francetv.fr. Ils sont encore au rendez-vous. Regardez ce cliché envoyé par Catherine. C'est une photo assez surprenante de la cathédrale d'Amiens, vue de la place du palais de justice, pour ceux qui connaissent la ville, avec un très joli arc-en-ciel juste derrière. Merci à Catherine. N'hésitez pas à faire comme elle. Envoyez-nous vos clichés de notre chère Picardie à l'adresse picardie.matin@francetv.fr. On va faire un point sur l'actualité qui sera développée ce midi dans votre journal régional présenté par Émilie Monchot, c'est ça? Absolument. Et donc, nous vous parlerons de l'inauguration ce midi par le préfet de la Somme d'un service intégré d'accueil et d'orientation géré par une association de solidarité. Il s'agira surtout pour le préfet d'annoncer à la presse le plan hiver, vous savez, aussi appelé plan grand froid, qui permet d'annoncer le nombre de places ouvertes dans les centres d'hébergement pour les sans-abri pour la saison hivernale qui commence. Ben voilà, merci. Ça, c'est pour l'info. On aura le temps d'en reparler d'ici la fin de l'émission. Et puis, pour la revue de presse papier, aujourd'hui, on prend la direction du Courrier Picard. Absolument. On est en duplex avec rédacteur en chef adjoint du journal qui s'appelle Daniel Murat. Bonjour Daniel.
Bonjour. Aujourd'hui, dans le Courrier Picard, beaucoup d'actualités, évidemment, comme tous les jours dans le Courrier Picard. Mais on a décidé ensemble de s'arrêter sur... écoutez, on ne va pas parler de cloche-merle, ce serait désobligeant, mais en tout cas, il y a un petit conflit du côté de Saint-Valery-sur-Somme entre des habitants qui souhaiteraient honorer un poète, ancien habitant de la commune, pour lui donner une place, et puis ceux qui ne veulent pas voir débaptiser la place du nom du général Joffre. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, on a titré ça à la une. Donc, c'est développé dans notre édition de Picardie-Maritime, plus largement. Et donc, la question, c'est effectivement, un poète local vaut-il mieux, pèse-t-il mieux qu'un maréchal de France ? En fait, la question s'est posée cet automne à Saint-Valery, lorsque l'association de sauvegarde du patrimoine valéricain a souhaité que l'on renomme la place Joffre, la place Foch, pardon, qui est dans la... non, la place Joffre, excusez-moi, la place Joffre, qui est dans la vieille ville de Saint-Valery, du nom de Louis Bracaval, qui est un poète local du début du XXe siècle. Alors, dans un premier temps, la mairie n'y était pas opposée, mais les anciens combattants de l'UNC se sont offusqués qu'on fasse ainsi disparaître le nom d'un des héros militaires de la Grande Guerre, et en plus, l'année du centenaire de la bataille de la Somme. Donc, la mairie avait décidé de surseoir à cette décision, mais là, en ce début décembre, l'association de sauvegarde remonte à l'assaut, en fait, elle demande à nouveau à ce qu'on baptise cette place du nom de ce poète local. Donc ça relance le débat, et puis au-delà de ça, c'est vrai que ça pose la question de la mémoire combattante contre la valorisation de la mémoire locale, et c'est plus qu'un cloche-merle, en fait, c'est une vraie question, finalement. Voilà. Et bien voilà, et la question est posée donc par le Courrier Picard. Le poète est-il plus important que le maréchal ? Merci beaucoup Daniel, à bientôt. Merci sur à vous. France 3. Merci Daniel, merci Gontran. Restez avec nous. Vous connaissez votre adresse picardie.matin@francetv.fr pour nous envoyer vos photos et vos messages. Et dans quelques minutes, après avoir retrouvé Thibaut, sachez que sur le plateau, on parlera de Biscuit et Noireau, ces deux petits chiens adoptés à la SPA, puisqu'on fera le point et le bilan sur la journée porte ouverte de ce week-end. Si on pouvait les adopter durant cette émission, ça serait un joyeux Noël pour eux. Restez avec nous, vous aurez toutes les informations. Allez, on file au musée de Vassogne pour retrouver Thibaut. C'est parti Thibaut pour la danse du froid. Exactement, la danse du froid. Il faut se réchauffer, mais on est bien ici parce qu'il y a de la chaleur humaine. Je peux vous dire qu'il y a, il y a vraiment une véritable équipe de gens qui se sont regroupés et qui sont tous là autour de nous pour nous faire, vous faire découvrir, vous qui nous regardez un petit peu, ce que l'on peut découvrir ici au musée de Vassogne. Je vous parlais de tout à l'heure de cette personne à qui on doit ce musée. Il est là. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. C'est le musée de Vassogne. Alors tout à fait, donc c'est un musée qui a été fondé en 2008, qui a été en fait inauguré en 2010 et j'ai commencé très jeune en fait à collectionner les objets et c'est le résultat de toute cette collection finalement que vous avez aujourd'hui sous les yeux. Vous êtes un enfant du pays, on est pas loin de chez vous ici. Alors tout à fait, vous êtes même dans la maison familiale puisque mon arrière-grand-père était entrepreneur de maçonnerie et en fait les locaux dans lesquels s'est installé le musée sont issus de cette propriété familiale. Donc un jour, vous vous êtes dit, un matin, il y a de la place, ici et là. Je vais imaginer quelque chose. Comment est venue cette idée de dire on va récolter tous ces objets qui font et qui ont fait l'histoire de Vassogne et un petit peu du chemin des Dames, puisque ce ne sont que des objets qui ont servi à la reconstruction et du village et du chemin des Dames à côté. Alors tout à fait. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que la maison était pleine d'objets, des centaines d'objets. La maison, la propriété dans laquelle on est d'accord. était remplie d'objets et donc on a fait le choix de les conserver. Donc moi j'étais jeune, j'avais 8 ans. Et ensuite, j'ai commencé à faire les brocantes, les vides-greniers avec mes parents à l'époque. Et ensuite, j'ai rencontré Daniel Pillan, qui est le scénographe de la Maison de l'Outil et de la Pensée ouvrière de Troyes. Et c'est avec lui, finalement, que le projet de musée est né. Donc, 2 espaces d'exposition que vous allez découvrir. Et aujourd'hui, un conservatoire qui sera inauguré le 1er avril 2017. Alors, tout ça est regroupé sous forme d'association, vous l'avez compris. Vous avez quel rôle dans l'association ? Alors, en fait, moi, je fais partie du conseil d'administration. Donc un peu en recul. Un petit peu en recul, puisque, effectivement, j'ai un rôle scientifique. Je suis le fondateur, donc il faut aussi laisser l'association vivre. Et puis vous avez des obligations professionnelles aussi, pas dans le secteur, donc c'est compliqué, j'imagine, de rester là. Alors du coup, vous avez un président. Et il nous attend au chaud, le président. Il n'est pas bête. Il a flairé le bon filon. Bonjour Patrick. Bonjour. Quelle aventure dans laquelle vous vous êtes embarqué avec Stéphane quand il a eu cette idée-là et qu'il a décidé de fonder cette association avec vous-même. Donc, comment vous avez réagi ? Vous vous êtes dit on y va, on fonce ? Oui, exactement. En fait, je crois que au départ, c'est une aventure humaine, c'est une aventure d'amitié. En fait, c'est ça qu'il faut voir.
C'est ça qui est formidable. Et Stéphane a une passion tellement communicative et tellement brillante dans sa démarche qu'on ne pouvait que le suivre. Alors là, on est dans la première salle. Commençons la visite. Donc, ce sont des objets qui sont... C'est pas de l'archéologie, hein, on est bien d'accord. Ce sont des objets que vous avez retrouvés, mais que vous avez achetés. C'est pas vous qui avez fouillé pour creuser, pour les retrouver. Non, pas du tout. En fait, l'idée de cette première salle, c'était de créer une image qui soit emblématique de ce qu'a été l'avant et l'après sur le chemin des dames, avec des objets qui témoignent de ce monde ancien et puis aussi de la destruction. Donc en fait, c'est plutôt, disons, un espace un peu symbolique de ce qui s'est passé, avec en particulier au centre ce soc d'Arer qui est à cet objet. On dirait un avion. On dirait un avion. Quand on se met dans le sens de voilà, c'est exactement ça. Ça peut être un avion, une arme, peut-être un calvaire, une croix. Ouais. Un Concorde. Exactement, exactement. C'était les précurseurs du Concorde. Exactement. Tous ces objets ont une histoire. Comment est-ce que vous savez qu'ils sont intimement liés avec l'histoire de la région et d'ici précisément ? En fait, c'est un mélange de choses. Je crois que l'idée, c'était de pouvoir parler de ce monde agricole en général et plus particulièrement, évidemment, de l'ancrage local ici à Vassogne et sur le chemin des dames. Donc, c'est vraiment le sujet de cette salle principale ici qui témoigne, en fait, des efforts et du savoir-faire qui ont été mis à la contribution pour la reconstruction. Alors, c'est utile, Stéphane, ce que l'on voit, mais c'est aussi joli. C'est-à-dire que quand on voit ça, on a l'impression que c'est presque de la déco, alors que ce sont de véritables objets. Hein. On est bien dans un élément authentique. Alors tout à fait, donc tous les objets sont authentiques, hein, sont issus du chemin des dames pour cette exposition, mais il y a une véritable volonté de scénographier, de présenter, de montrer le bel outil et le bel objet. Et c'est aussi une main tendue vers le savoir-faire, le travail bien fait, l'artisanat. Et ça, c'est quelque chose qui, pour l'association et pour nous, en fait, est très important aujourd'hui. Est-ce que vous avez découvert, en ressortant ces objets, en les trouvant, des techniques qui n'existent plus aujourd'hui ? Alors, tout à fait. Typiquement, vous avez un objet qui est présenté ici, cette espèce de grande truelle qu'on appelle un bourre-mortier. Avec les petites dents, là. Avec les petites dents. Ouais. Donc, ça servait à pousser le ciment entre les pierres. Et ça, c'est un objet qui, aujourd'hui, a totalement disparu, mais qui est d'une grande ingéniosité. On n'en a plus besoin dans les faits aujourd'hui, mais en réalité, c'est une trouvaille absolument géniale. Et puis des choses qu'on utilise encore aujourd'hui, on voit ça, ce sont des niveaux d'époque, finalement. Alors exactement, donc en bois et en laiton, des différents types de niveaux, 2 fils à plomb juste à côté, qui sont encore des objets que vous allez trouver dans les magasins de bricolage aujourd'hui. Ça, ce sont des pièces uniques ? Oui, tout à fait. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque objet, en fait, raconte une histoire, et ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est finalement cette singularité de l'objet, et dans une précision vraiment de présentation de l'ensemble. C'est quoi, tous les deux, là, l'objet dont vous êtes le plus fier dans cette salle ? Parce qu'il y a encore une autre salle qu'on ira voir après, mais vous avez un petit coup de cœur chacun ? Moi, évidemment, c'est pour les cintres de la reconstruction de l'usine de l'église, pardon, les de charpentes Vassogne. en bois, là. Voilà, exactement. Je trouve que c'est vraiment une très belle image de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et vous, Stéphane, pour Et finir ? moi, ce serait l'échafaudage, en fait, qui est au centre de la pièce, parce que c'est exceptionnel d'avoir pu conserver un échafaudage en boulin de ce type, parce que c'est quelque chose qui est tout le temps jeté. Et là, on a pu le présenter, c'est visible pour le public. Et ça, c'est super. Je vous avais dit, Julie, merci à tous les deux. Ils sont passionnés et ils vont nous raconter tout au long de cette émission leur histoire, avec des donateurs aussi qu'on va rencontrer dans un instant, et un menuisier aussi. Voilà, à tout de suite en direct ici à Vassogne. On se retrouve dans un instant. Eh bien, on se retrouve dans quelques secondes, quelques minutes, Thibault. Le temps pour nous de faire un point sur le sommaire de cette émission. Dans quelques secondes, nous allons parler adoption à la SPA. Vous allez voir, Noiro et Biscuit sont arrivés sur le plateau. On va vous les présenter dans quelques secondes. Et puis, nous parlerons recrutement de téléconseillers, de conseillers clientèle à distance. Vous allez voir, une centaine de postes sont à pourvoir sur l'année 2017 dans une entreprise à Amiens. Et enfin, crèche vivante à Clairoy, ça se passe en 1970. Vous allez voir que tous les habitants du village se sont rassemblés pour créer cette crèche vivante. Voilà pour le sommaire de cette émission. Je vous présente, regardez comme ils sont beaux, Biscuit et Noiro, mais qu'ils sont sages sur ce plateau depuis tout à l'heure. Ils ont mis leur petit bonnet de Noël. Et nous sommes avec Nathalie et Anne-Marie. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être sur le plateau. On voulait faire une jolie petite émission pour cette dernière émission de l'année, Nathalie. Parlons adoption.
Vous vouliez des petits animaux, voilà, on nous a ramené 2. Alors, ce week-end, c'était le week-end d'adoption à la SPA nationale. Donc, du coup, ces 2 petits bouts de cheveux, ils n'ont pas encore trouvé preneur. Alors, c'était l'occasion d'emmener 2 animaux et puis d'essayer justement de les faire adopter. Montre-toi à la caméra. Voilà, si on peut C'est là que tu fais ton bandeau maximum. bleu, voilà, de qu'on les voit, nickel. Voilà. Alors, c'est Biscuit. Donc, Biscuit et Noiro sont frères. Donc, je vais peut-être vous laisser, Anne-Marie, expliquer un petit peu leur histoire. Alors, leur histoire, donc, ils sont arrivés bébés avec leur maman. Donc, ils étaient 3 à la base avec leur maman. Leur maman a été adoptée. Un de leurs frères a été adopté. Eux 2, ils ont été adoptés ensemble par la même famille. Et ils sont arrivés de nouveau au refuge il y a une semaine pour cause de divorce. Voilà, l'excuse qu'on a donnée. Voilà. Le divorce. Bon, bah, c'est pas grave, on va leur trouver des nouveaux maîtres à ces 2 petits chiens. L'adoption, c'est toute l'année, bien évidemment, mais il y avait un week-end un petit peu spécial. C'était une porte ouverte, c'est ça ? Anne-Marie. C'était une porte ouverte nationale, tout à fait, où on avait un rendez-vous sous un chapiteau Place de la République à Paris pour les Parisiens et les Franciliens. Et après, dans chaque SPA donc, de province, il y avait également une porte ouverte pour un Noël des animaux. Mais on peut venir tous les jours à la SPA. Exactement, tous les jours. Les horaires ne changent pas, que ce soit porte ouverte ou pas. Nathalie, vous, la professionnelle, bien évidemment, quand on adopte un chien, on choisit son chien. Voilà. Alors, choisit c'était la l'occasion race, de parler. Donc, l'adoption, c'est bien. J'avais d'ailleurs une petite question à poser. Vous avez un retour sur le nombre d'adoptés et qui sont ramenés après? Parce que je sais qu'apparemment, on en parlait tout à l'heure en coulisses, vous m'avez dit qu'il y avait eu un grand nombre d'adoptions sur Paris, la région parisienne, enfin sur la manifestation sur Paris. En retour, il y en a beaucoup qui sont ramenés ou globalement les gens qui prennent un animal ce jour-là, c'était quand même mûrement réfléchi avant ou pas? Alors globalement, on a au niveau national 5% de retour, donc ce qui est peu quand même, sur 40 000 adoptions sur la France entière. Donc l'adoption coup de cœur, ça reste un épiphénomène. Oui. Bah, c'est bien, parce que moi c'était un peu mon inquiétude, parce que c'est vrai que les gens ils se disent bon, c'est un peu voilà, on voit plein de chiots, on est tous pareils, hein, vous allez voir des chiens ou des chiots ou des adultes, mais qui sont, on voit la Biscuit, il est quand même, toi aussi mon titi, il est plus discret lui, mais voilà, ils sont craquants, ils viennent, ils vous font des câlins, ils demandent que ça, donc on peut avoir un peu tendance à craquer. Donc je suis contente de savoir que finalement il n'y a pas tant de retours, on va dire, que ça, de gens qui changent d'avis. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est dans le choix qu'on fait. Donc c'est des occasions. Moi, je dis aux gens, après tout, les gens, souvent, ils veulent prendre des chiots. Dites-vous quand même qu'un adulte, on connaît déjà son caractère. Le chiot, il y a une éducation, il y a la propreté, il y a les règles. Un adulte, souvent, il est tellement content qu'on l'adopte qu'il est très reconnaissant. Si tu mets ta tête devant le micro, on ne m'entend plus. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on doit mûrement réfléchir. Un adulte, ça peut vraiment vous faire une vie super. Après, il y a des personnes âgées qui n'osent pas ou d'un certain âge qui se disent « mais je suis trop âgée ». Ils prennent dans la même catégorie, on va dire. Donc, ils prennent un 3e âge aussi. Et on peut très bien offrir à un chien d'un certain âge une très belle fin de vie. Les gens peuvent du coup profiter d'avoir un animal à la maison sans se dire qui va s'en occuper après moi. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Après, sur le gabarit du chien, il faut quand même faire attention. Je ne dis pas que c'est impossible d'avoir un chien de 30 kilos en appartement. D'accord? Mais par contre, il faut quand même faire... Voilà, faut le sortir. Comme un chien qui fait 30 kilos, qui est en maison avec un tout petit jardin et qu'on ne sort jamais, c'est pas beaucoup mieux. Mais il faut réfléchir à la taille de son chien, il faut réfléchir à son emploi du temps aussi. Est-ce que je vais avoir le temps à consacrer à mon chien? Parce que, voilà, et puis ma vie, on peut divorcer et garder ses animaux. Je juge pas les gens. Voilà, quand on divorce, on a sans doute aussi beaucoup de problèmes. Mais ça n'empêche que eux, ils sont là, on les prend, c'est une décision à vie. Enfin, je veux dire, on les prend jusqu'au bout. Donc après, il faut aussi gérer ça et pas se surcharger d'un ou 2 animaux, si on n'y arrive pas. Il faut quand même savoir un peu où on va. Et puis après, il faut aussi savoir comment faire quand on veut les faire garder, c'est-à-dire quand on part ou autre, pour que ce soit... Si on réfléchit bien, entre guillemets, au cahier des charges avant d'en prendre un, il n'y aura pas de problème d'abandon après. Et ça, quand même, quand vous prenez un animal, lui, il ne vous a rien demandé, donc assumez jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont vous avez plus de mal à placer que d'autres? Est-ce que ceux-là sont jeunes, ils sont de petite taille, c'est peut-être plus évident? C'est plus facile plutôt qu'un gros chien où on demande un petit peu plus d'exigence. Donc, comme l'a dit Nathalie, il faut le sortir. Si c'est un petit jardin avec un grand chien, ça va être un petit peu compliqué. Ça vous arrive de dire aux gens qui ne se rendent pas compte, de dire non, c'est pas fréquemment. Et les personnes, des fois, ne comprennent pas toujours. Par exemple, ce week-end, j'ai refusé un chien très dynamique pour une personne âgée.
et elle n'a pas compris. Donc, parce Faut que pas mal le prendre, il faut juste faut pas se mal dire le que prendre, vous voilà. avez l'expérience du caractère de chien, Exactement. parce que vous le voyez on au connaît quotidien. le chien, on connaît ses Ouais. défauts. Le but, c'est que ce soit un véritable échange entre l'animal et l'adoptant. C'est pas faire plaisir à la personne, c'est voir si la famille peut convenir. Et quand on vient adopter un animal aussi, on essaye de l'adopter pour les bonnes raisons. C'est vraiment pour aider l'animal. C'est pas voilà. Il faut Il faut avoir ça dans cet esprit. Il y a, état alors, d'esprit, hein. je le souhaite de moins en moins, mais il y a quand même des gens qui vont à la SPA en se disant je vais en avoir un, je vais être dur dans les mots, mais pas cher. Ouais. D'accord. Il faut quand même avoir une idée en tête et la garder. C'est une adoption, c'est-à-dire qu'on fait un don et on prend un malheureux. Donc on le prend, entre guillemets, en l'état, d'accord, mais plein d'amour. Après, il peut avoir des petits défauts, on s'en moque un peu. On en a Le but, tous. c'est... Voilà, exactement. Soyons honnêtes, on le prend quand même, tous nos défauts. Mais franchement, des animaux qui ont été abandonnés, moi je le vois par expérience, quand je les vois à la clinique, ils sont hyper reconnaissants et c'est vraiment des histoires magnifiques qui se passent après. Exactement. Donc il faut Eux, pas ils attendent hésiter. que ça, Noiro et Biscuit, depuis tout à Si l'heure. vous on avez les une place a- pour deux en plus, Eh ben voilà, ce serait regardez. super. Si on peut éviter de les Voilà. séparer, c'est mieux. S'il y a Sinon, deux ils propriétaires, s'adapteront. deux futurs Voilà. maîtres qui veulent chacun un chien, et ben, ils s'habitueront très bien. Voilà. Merci Anne-Marie d'être Merci venue. à vous. On prend tous les messages, bien évidemment, quand on vous fera passer, s'il y avait besoin, pour Biscuit et Noiro, un an seulement. J'ai juste une dernière petite chose. Il y a des chiens, mais Ouais. il y a aussi des chats. On ne pouvait pas amener tout le Oui, monde sur le oui, plateau. oui. Et il y a aussi des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Et notamment, on a des petits lapins, donc on a les photos, qui sont à adopter aussi, qui ont été élevés, on va dire, à la main par une de mes ASV et puis une autre bénévole de la SPA. Donc je peux vous garantir qu'ils sont super mimi. Voilà. Alors ils font un peu lapin de Garenne, mais je vous assure qu'ils... mais c'est très beau et ils sont excellents et très En tout gentils. cas, eux, ils leur plaisent. C'est des Voilà, copains. donc biscuit C'est plus des un lapin. Voilà, Allez, donc on prend n'hésitez l'eau. pas à On aller vous à fera la l'eau. SPA, mais toujours en réfléchissant bien à ce qu'on va faire. Et puis il y a plein Exactement. d'histoires à créer. Voilà. Merci Anne-Marie d'être à vous. venue sur le plateau. Merci Nathalie. On vous souhaite de bonnes fêtes à toutes Bonne les fête de deux. fin d'année à Et tout de le bonnes monde, fêtes ouais. aux deux petits loulous. Regardez, ils sont trop craquants. Merci. Et Gontran, rapidement. Je sais qu'il faut aller vite, mais je vous les passe quand même. Regardez, deux photos. D'abord, c'est comment elle s'appelle, Alexandra, qui nous fait une petite photo rigolote de sa chatte Chippy. Voilà, avec le petit nœud. Voilà, ça c'est très hivernal. Et puis on l'a reçu il y a quelques minutes. C'est une photo envoyée par Julien. Il vient de l'adopter. Il s'appelle Moustique. Voilà. Et ben Il y a voilà. de belles histoires. Un bon Noël pour Moustique. Merci à tous. Allez, on file à Vassogne et retrouver Thibaut qui nous attend. Vous n'avez pas craqué, Thibaut? Il y en a deux, hein? Bah non, ouais, mais je les vois pas en fait. Je ne fais qu'entendre. Je peux pas les voir. Par contre, je sais que Julie, regarde, vous la reconnaissez? Elle regarde l'émission avec son téléphone. Alors il y a un décalage, donc elle ne sait pas encore qu'on parle d'elle. Coucou. Julie qui est notre maquilleuse. Voilà, on vous montre un petit peu les coulisses aussi avant de faire la trêve hivernale. On est donc dans le jardin de Stéphane, le jardin de son enfance, ici à Vassogne. Et Stéphane qui est à mes côtés s'est dit on va lancer un musée. On va créer le musée de Vassogne pour montrer tous les objets qui ont servi à la reconstruction du village. On est donc dans une partie de votre jardin d'enfance. Vous avez cavalier ici étant môme. Alors tout à fait, c'est ce qu'on appelle la cour du bas, vous voyez, je vous dis tout. Et c'est vraiment la partie, entre guillemets, privative de la propriété, puisque le visiteur n'y accède pas. Donc vous avez l'occasion de voir un petit peu quel est l'univers en fait, caché derrière le musée. On est juste derrière l'hôtel de ville, si jamais vous décidez de venir voir ce musée. Voilà, pour vous repérer, on est derrière l'hôtel de ville, il faut aller sur le côté, puis derrière, vous avez le panneau. Et là, dans cet hangar, qui servait à quoi quand vous étiez petit? Alors en fait, c'était une grange, une grange à foin qui était envahie de matériel, de paille jusqu'aux charpentes, jusqu'au sommet, et qui a été entièrement réhabilité et refait pour abriter le conservatoire. Alors justement, quand vous avez dit à vos parents, bon, bah voilà, j'ai une idée, on va faire un musée, et j'aimerais bien récupérer toutes ces pièces-là, qu'est-ce qu'ils ont dit quoi, vos parents? Ils ont dit, mais ils ont suivi. Ils ont suivi. Je pense que avec d'ailleurs un certain enthousiasme, puisqu'ils continuent encore, notamment ma mère à faire des visites. Et en ça a été une expérience unique. Alors là, on a l'impression d'être quand vous visitez des musées type Louvre ou Louvre-Lens ou des choses comme ça. Dans les sous-sols, souvent, on trouve les endroits qui ne sont pas exposés, en fait. C'est des choses qui sont protégées du public. Ça donne un petit peu cette impression-là, sauf que là, ça se visite. Alors, tout à fait, ça se visite. Donc, on a conçu pour ce musée des réserves visitables. Donc, c'est quand même 6 ans de travaux. Ça a été un travail gigantesque. Et vous avez regroupé dans les armoires de conservation toutes les thématiques abordées par le musée. Donc, à la fois les objets de paysans, de jardins, les thématiques qui tournent autour du pain. Donc, je vous montre ici
un exemple de bouquet de moisson du début du XXe siècle, qui sont des pièces d'ailleurs assez difficiles à conserver, et une petite pièce qui est exceptionnelle, un petit coupe-pâte avec une fleur de lys, vous voyez, qui permettait de tamponner le pain. Oui, on savait faire des objets absolument magnifiques à l'époque. Hein. Alors tout à fait. Et ça, on trouve pas ça dans un magasin de bricolage. Alors non, donc là on est déjà dans des pièces anciennes, donc du XVIIIe siècle. Mais ce qu'il faut vraiment mettre en avant quand on regarde toutes ces collections, c'est vraiment cette question du réemploi et de ce génie créatif en fait, et qu'il faut que ça nous serve en fait aujourd'hui. Autour des questions de recyclage et de réemploi. Comment vous avez trié tout? Parce qu'il y a tellement d'objets, il y a tellement de... Là, il y a des robinets, là, il y a des objets, je sais même pas d'ailleurs quels sont les... Voilà, bah non, ça se tire pas. Alors non, pas partout. Non. Il fait. Alors non, j'explique. Derrière la caméra, Pascal me fait tire le truc. Mais il savait que ça se tire pas. Si tu veux, c'est là que ça se passe. Là, vous avez des objets. C'est quoi par exemple? Alors là, typiquement, c'est des coffins de faucheurs. Donc des coffins de chauffeurs. Des coffins de faucheurs. Donc c'est un objet qui s'accrochait à la ceinture. Et donc vous voyez, vous avez un petit ergot au dos et qui permettait de mettre la pierre à affûter. D'accord. Et là, il y a. Voilà. Ce sont des... Donc toujours pareil, des coffins de faucheurs. Donc il y en a une centaine. Donc de très nombreux tiroirs sont remplis de ce type d'objets. C'est une organisation, une logistique incroyable. On va aller voir Denis justement qui a participé aussi à la fabrication de ce bâtiment parce que j'imagine qu'il faut les recevoir toutes ces pièces. Denis, bonjour, vous êtes menuisier. Oui, tout à fait. Et vous avez eu la conception, entre autres, avec Daniel ici, de la conception de cet endroit. De cet endroit, oui. C'est une histoire humaine, comme on disait. Oui, tout à fait. Bon, moi, je m'occupe aussi donc de la fabrication du mobilier de présentation pour que mes amis me demandent pour présenter, mettre en valeur les objets lors des expositions. Et puis donc j'ai contribué aussi à la construction de ce bâtiment. Enfin, il a fallu refaire la rénovation, il a fallu refaire les planchers, le soulivage, et en cours actuellement on a un escalier qui est en cours de fabrication. Donc, qui desservira les 4 niveaux du bâtiment du conservatoire, et donc escalier qui sera réalisé donc selon les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire à savoir à tenon mortaise et chevillage bois, et qui sera réalisé dans le chêne, qui est le matériau le plus utilisé dans la région. C'est une belle aventure comme ça avec. C'est une belle aventure avec Stéphane, oui, tout à fait. C'est l'enfant du village qui redonne comme ça un peu d'oxygène aussi au village. Oui, qui fait briller un tout petit village, je dirais, tout petit village. Daniel, vous avez participé aussi à l'aventure. Quelle réaction vous avez eue quand Stéphane est venu vous chercher, de dire voilà, alors pardonnez-moi, peut-être c'est un peu trivial, mais de dire vous habitez le village? Non, moi j'habite pas le village, j'habite à 5 km d'ici. Moi je connais Stéphane depuis qu'il est tout petit, et j'ai été surpris quand il m'a parlé de sa passion pour les objets. De voir qu'il connaissait tous les objets, d'où ils venaient, leurs fonctions. Et petit à petit, moi j'ai pris goût à la chose et j'ai participé donc depuis le début. Ensuite, quand il m'a demandé d'entrer dans l'association, j'ai été trésorier. Et puis après, dernièrement, j'ai participé pour la mise en place du plancher, la mise en place des différentes armoires. Et il y a du boulot, Et il y a eu du travail de faire réaliser. Et avec Madame Bédom, nous partageons les visites. Quand il y a des groupes, on partage les groupes importants, parce que le musée est une structure petite. On ne peut pas accepter beaucoup de monde à la fois. Donc nous coupons en 2, voire en 3, en 4. Nous partageons. On visite en partie le village et on continue par la visite du musée. Vous êtes embarqué dans l'aventure. Et c'était ça ma comparaison que je voulais faire, pardonnez-moi, mais vous avez embarqué les aînés du village dans l'aventure avec vous, le petit jeune du coin. Excusez-moi de la... Tout à fait. Et c'est avant tout... Fallait pas avoir des cheveux blancs. Voilà, et c'est avant tout une histoire humaine. Et je crois que c'est quelque chose d'important, en tout cas à retenir dans cette expérience de construction et de mise en valeur du patrimoine. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, on parlait, Julie, de l'escalier pour accéder au plancher. Il est en cours de fabrication. Il a fallu prendre l'échelle et regardez, on a fait monter nos invités d'après là-haut. A tout de suite, on se retrouve dans un instant, Julie, ici à Vassagne en direct. À tout de suite, Thibaut, on vous retrouve dans quelques instants.
Nous, on va parler recrutement, on va parler emploi, comme tous les lundis. Et aujourd'hui, vous allez voir une centaine de postes à pourvoir sur l'année 2007 dans une seule entreprise à Amiens. Et c'est Caroline et François qui sont venus nous en parler. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Avant de parler des postes avec vous, Caroline, comment on les gère du côté de Pôle emploi, on va peut-être dire un mot sur l'entreprise que vous représentez, François. Coriolis, donc Ouais. Coriolis, c'est un acteur historique des télécoms, qui propose depuis maintenant près de 30 ans des solutions sur la téléphonie fixe et mobile, notamment au travers d'un réseau de magasins, puisqu'il y a plus de 200 boutiques Téléphone Store au niveau national. Et Coriolis, depuis une petite vingtaine d'années, a démarré une branche service dans les centres de contact et en relation client. Donc c'est là où il y a des postes à pourvoir pour l'année 2017. C'est bien ça ? Effectivement. Donc sur le site d'Amiens, qui est le site historique de Coriolis Service, nous avons recruté effectivement d'ici de novembre à peu près jusqu'à mars une centaine de CDI en temps complet sur le site d'Amiens. Comment ça se fait qu'on propose autant de postes ? Comment ça se fait qu'on emploie autant de personnes ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a des clients historiques qui nous confient leurs prestations qui sont également en croissance d'activité, soit de par la saisonnalité, soit de par leur offre commerciale. Et puis, on a une stratégie également chez Coriolis Service de développer d'autres secteurs d'activité, notamment l'assurance, qui nous a valu effectivement de rentrer de nouveaux clients qui justifient effectivement ces recrutements. Alors les recrutements sont déjà ouverts d'ailleurs ou sont en train de s'ouvrir. Caroline, comment ça se passe ? Vous travaillez depuis plusieurs années, c'est ça, avec cette entreprise amiénoise. Vous êtes en contact depuis très longtemps ? On est en contact depuis plusieurs années, effectivement. On a mené des actions de formation, on a fait plusieurs actions pour aider l'entreprise à recruter. En l'occurrence, on a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Et cette méthode s'adresse en tout cas à tous les publics qui souhaitent se positionner sur les postes de téléconseiller. Exactement, c'est votre stratégie aussi au niveau ressources humaines, c'est l'égalité des chances. Exactement. On ne recrute pas sur un CV, sur un diplôme, on recrute sur des compétences. Exactement. Effectivement, le diplôme, on fait abstraction. Alors c'est vrai que si on a une expérience commerciale ou un diplôme sur le commerce, c'est un plus. Ouais, c'est un clairement. plus, oui. Par contre, ce qui compte, nous, effectivement, ce sont les compétences, les aptitudes, l'appétence qu'on va avoir effectivement dans le métier de la relation qu'on a avec l'autre, les compétences, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, puisqu'on est maintenant sur des métiers de relations clients multicanales. On va traiter aussi bien du téléphone que de l'écrit, au travers des emails ou des courriers. Donc effectivement, c'est bien les compétences qui vont être la base du recrutement. Une centaine de postes, alors on ne dit plus téléconseiller, on dit conseiller clientèle à distance ou conseiller commercial à distance. C'est vraiment une centaine de postes sur ce même profil ? Exactement. Alors avec deux tendances. Effectivement, soit les métiers de la relation client, on va avoir plutôt des contacts entrants, où on va informer, renseigner, initialiser un dossier pour un client. Ou un autre pan du métier, c'est plutôt des appels sortants. Là, on va faire plutôt de la prospection, de la rétention. Et là, effectivement, on va plutôt avoir à faire des profils qui seront plus commerciaux. Quels sont vos clients dont vous parliez, les grands secteurs ? C'est quoi ? C'est la téléphonie mobile ? Vous parliez de les assurances tout à l'heure ? Alors, on a deux clients historiques dans l'énergie et les médias, et on développe effectivement depuis plusieurs mois maintenant l'assurance. Alors, on va parler de cette méthode par simulation, peut-être avec vous, Caroline. Dites-nous un petit peu en quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Alors déjà, on ne se base pas sur une expérience ni un diplôme. Ça, c'est un fait. On va prendre la personne comme elle vient et on va révéler chez elle les habiletés qui sont nécessaires pour occuper le poste. Donc les habiletés se traduisent par le biais d'exercices et ces exercices reproduisent les difficultés et les conditions du poste de travail pour pouvoir justement l'exercer. Alors les difficultés, je suppose qu'elles vous sont transmises par amont, l'entreprise, et qui vous dit c'est le genre de problème qu'on peut rencontrer pour que vous puissiez faire des vraies mises en situation. C'est ça. Les exercices donc reproduisent par analogie les difficultés du poste. Donc on va par exemple soumettre un candidat face à un client, donc avec des informations, on va lui poser des questions, on va voir sa réaction face au client. Et puis on va mesurer au fur et à mesure ces exercices par le biais de grilles pour éviter de partir sur quelque chose qui... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très cadré et très dans le fonctionnement.
on part vraiment sur le poste par lui-même. On ne va pas innover. Quelles sont les difficultés sur ce type de poste? C'est les horaires peut-être, le stress, c'est des choses inhérentes? Le client pénible. Oui, alors effectivement, on peut être confronté parfois à des clients ou des situations qui sont parfois un peu délicates à gérer. Dont les difficultés, c'est... ça va tenir effectivement dans la capacité à tenir et à gérer une relation, et puis aussi à gérer les outils informatiques, parce que on sait que la relation se digitalise, donc elle multiplie finalement les interactions et les outils. Donc ce qu'on va attendre aussi des candidats, c'est qu'il y ait aussi une aisance technique et une aisance avec les outils informatiques. Allez, parlons concrètement, comment on fait pour postuler? Comment ça se passe? Alors il y a une offre on va voir la sur fiche, Pôle emploi.fr, également sur le site donc, de Pôle emploi. Et puis, on va positionner les candidats, on va leur proposer de participer à une réunion collective et on va leur expliquer le cheminement pour pouvoir arriver jusqu'à l'entreprise, en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que recruteur, en tant qu'entreprise, ces méthodes par simulation, c'est quand même un vrai avantage? Ah oui, tout à fait, parce qu'on colle le plus possible effectivement à la définition et ce sont effectivement des points réguliers qu'on a avec nos homologues de Pôle emploi, justement pour définir les profils et cerner les tests et la qualité finalement de cette plateforme de recrutement. Oui, tout à fait. Ça nous permet effectivement d'avoir et également de toucher une population qui naturellement ne va pas forcément s'adresser à nous sur ces secteurs. On a de belles histoires sur des reconversions professionnelles de personnes effectivement qui se sont adressées à Pôle emploi, qui ne se voyaient pas sur ce type de métier, finalement qui ont réussi à se développer sur ce métier de téléconseiller. Une dernière question, parce que parfois on se dit oui, téléconseiller, c'est un emploi pour quelque temps, mais non, vous essayez de garder vos effectifs. Ah, tout parce à fait. Parce qu'il faut vous essayer, on peut évoluer un petit peu dans votre entreprise. Tout à fait. Aujourd'hui, notre politique RH, elle est vraiment basée sur le CDI et l'ancienneté et la pérennité. C'est du temps complet, c'est du temps partiel choisi. 97% de nos temps partiels sont des temps partiels choisis, mais effectivement, on a plus de 85% aujourd'hui de CDI. C'est bien la politique effectivement de l'entreprise de fédérer et de pérenniser effectivement nos emplois. Et je voudrais simplement aussi rajouter, parce qu'on a parlé de toute la phase effectivement recrutement, il y a aussi toute une phase de formation et d'accompagnement qui est importante. Il faut savoir que on peut effectivement parfois s'adresser, on peut s'adresser effectivement à des candidats qui ne sont pas du métier, et donc il faut savoir qu'on a entre 1 et 3 semaines de formation. En interne. En interne, théorique. Et ensuite, on a des phases de tutorat qui vont permettre effectivement une montée en compétences progressives. Eh ben super. Merci beaucoup François et Caroline d'être venus nous parler de ce recrutement. Je vous rappelle qu'il y a une centaine de postes à pourvoir d'ici le mois de mars. Alors n'hésitez pas à envoyer des courriers à Pôle emploi, à l'entreprise, ou directement passer par France 3 et on fera passer les messages. Allez, on va rêver un petit peu parce que le temps est bien gris aujourd'hui. On a une magnifique photo. Et oui, avant de rejoindre Thibaut dans l'Aisne, je vous propose une autre photo dans l'Aisne. C'est Audrey qui nous envoie ce joli cliché pris en tirage. Voilà, magnifique arc-en-ciel. Merci. L'adresse, vous la connaissez, picardie.matin@francetv.fr. Il vous reste une dizaine de minutes pour continuer à nous envoyer vos photos. Et donc, on retourne retrouver Thibaut au musée de Vassogne. Alors, vous l'avez trouvé le trésor ou pas? Je vous vois regarder. Il y en a partout des trésors. Moi, j'ai une grosse passion pour les verres. Julie, regardez, quand on ouvre ce premier tiroir, ce qu'on trouve, des petits verres à café authentiques de l'époque, très épais, voilà, c'est des verres qui ont des choses à raconter, des choses à dire, qui sont solides, qui peuvent tomber 20 fois et qui se casseront pas. On essaye pour voir. Alors Stéphane, là, c'est vraiment, on est dans la partie vraiment abondante de cette collection qu'on peut voir ici au musée de Vassogne. Alors tout à fait, donc on est vraiment dans les années 20. Tous les objets qui sont présentés ici sont des objets des années 20. Les paires de lunettes, les porte-plumes, etc. Tout ça, c'est vraiment une évocation de l'après-guerre. Et ça, quelque part, ça s'oppose à ce qu'on a vu au rez-de-chaussée avec des objets beaucoup plus anciens. Vous êtes capable de donner un chiffre du nombre d'objets, aussi petits soient-ils, que vous avez ici dans le musée? Alors tout à fait. Il y a un petit peu plus de 6000 outils et objets aujourd'hui au conservatoire et un petit peu plus de 250 mètres linéaires d'archives. Voilà.
Alors là, on est vraiment dans la partie coulisses. Tout à l'heure, je vous disais que l'escalier était en cours de fabrication. Regardez, alors attention Pascal, derrière la caméra, de ne pas tomber. L'escalier est en cours de fabrication, on est monté, mais ça fait partie de ces endroits que les gens pourront venir visiter ici au musée. Alors tout à fait, donc une fois qu'il y aura un escalier, effectivement, le visiteur pourra accéder et visiter le conservatoire, découvrir le métier aussi de la conservation. C'est vraiment l'idée, hein, c'est-à-dire que les gens puissent, en mettant des gants bien sûr, mais toucher les objets et s'approprier ce patrimoine. Il faut rappeler que cet endroit qui est en cours d'installation aussi, vous avez installé un système pour qu'il fait froid, pour conserver les objets dans les meilleures conditions et avec une hygrométrie parfaite. Alors tout à fait, donc c'est un bâtiment qu'on appelle en fait contrôlé dans le métier. Donc on est à 50% d'hygrométrie et à une température qui doit rester effectivement fraîche. Alors les objets que vous voyez ici, tous ces objets, plus de 6000, c'est ça, tout à fait. Objets réunis ici, vous les avez trouvés dans des brocantes, dans des salles de vente, mais aussi grâce à des donateurs. On en a deux, tout à fait. Yves et Monique, qui sont là, qui ont bravé l'échelle pour venir nous parler un petit peu de cet investissement. Monique, d'abord, qu'est-ce que vous avez donné et pour quelles raisons vous avez donné? C'était important pour vous de partager ce que vous aviez? Alors, qu'est-ce qu'on a donné? On a donné tout un tas d'objets que nous possédions, des outils de forge, des outils de menuisier, des outils de cordonnier. C'est des choses que vous aviez chez vous sans avoir forcément d'explication sur ce que c'était? Non. Nous sommes collectionneurs depuis de nombreuses années et on a eu tout un travail intellectuel autour de cette collection. Donc non, on savait ce que c'était. Donc c'est une partie de votre collection personnelle que l'on peut voir ici au musée de Vassogne, finalement. Eh bien, écoutez, oui, tout à fait. C'était important pour vous comme ça de participer à la transmission de cette mémoire comme ça. Comment on appelle les habitants de Vassogne? C'est les Vassonniers. Vassonniers. Cette mémoire vassognaise. Absolument. J'allais dire toute notre carrière, nous avons aimé le partage des objets, de l'artisanat, des vieux métiers. Et on a trouvé tout à fait normal que Stéphane acquiert ces objets pour les montrer à son tour. Yves, vous pouvez prendre le micro. Vous avez exposé donc des objets qui vous appartenaient, mais vous en avez découvert d'autres aussi. Quand vous visitez comme ça ce musée, vous vous dites, mais on a apporté notre petite pierre finalement à ce musée. Non, mais avant tout, pour moi, c'est un endroit merveilleux parce que j'aime particulièrement tous ces objets, parce qu'ils ont servi à des personnes pour gagner leur vie. Ils ont servi à des gens pour vivre. Et puis après tout, dans notre monde est comme il est parce que les générations précédentes ont travaillé, ont fabriqué. Et qu'est-ce qui reste d'eux? Leurs outils pour tous ces artisans. Donc c'est ça qui me passionne. Et en plus, ici c'est un endroit merveilleux. Je dormirais ici si ce n'était une question de température. Alors, profitez-en parce que c'est en cours d'aménagement. Il y a peut-être moyen d'aménager. Oui. Non, mais même si on m'enlevait les chaises, je serais heureux. Monique, ça vous dérangerait pas de dormir là? Non, pas en permanence. Alors les objets sont absolument magnifiques aussi, Yves. Quand on se promène là, vous voyez des choses comme ça, vous vous dites ça valait le coup quand même. Alors ça ne vient pas de notre collection, mais quand je vois ça, je fonds parce que ces objets, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Et alors qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des moules? Alors c'est tout à fait des moules de fleuristes artificiels, donc qui permettaient de gaufrer le tissu. Donc vous avez effectivement à chaque fois un feuillage différent pour réaliser la feuille à chaud. Voilà. Je peux en prendre un? Ah, tout à fait, oui, avec bien des sûr. poinçons qui servent de... C'est très lourd. Alors, c'est des emporte-pièces qui permettaient de couper le tissu à la forme du feuillage. D'accord. Ça, ce sont des pièces que vous avez trouvées où, par exemple? C'est dans des salles de vente, dans des brocantes? Alors, tout à ce sont fait, des dons comme Yves et Monique, par exemple? Alors là, c'est typiquement, je les ai achetés dans des salles des ventes ou dans des brocantes. Voilà, donc c'est encore... effectivement. On est en train de découvrir... En fait, j'ai deux complices derrière la caméra, vous les avez vus, hein. Il y a Pascal et Dominique qui sont là. En fait, ils veulent tout ouvrir pour voir ce qu'il y a. Ça va, Dominique, là-dessous? Il y a un truc que tu as repéré? Oui, il a repéré. Ah bah d'accord, bravo. Alors, on va essayer dessous encore. Ça va être quoi? Ah, des chapeaux. Ça, c'est un chapeau vassonnier? Alors non, en fait, on a toute une collection finalement d'objets autour du chapeau. Donc effectivement, le chapelier, on retrouve le fleuriste artificiel, et c'est des objets qui rendent compte du métier, c'est-à-dire concrètement, voilà à quoi servait. Et puis de la vie de l'époque, on portait ça à l'époque. Exactement, tout à fait. Cette collection-là,
tout ce qu'on voit dans les tiroirs comme ça, les gens qui nous regardent là, qui disent moi ça m'intéresse, je veux venir voir, peuvent comme ça manipuler les objets, enfin venir tirer les tiroirs pour voir ce qu'il y a. Alors en fait, ce sera des visites accompagnées, hein, mais il y aura possibilité d'ouvrir le tiroir et de manipuler les objets, mais en jouant un peu le rôle de conservateur, c'est-à-dire en ayant des gants, on ne peut pas manipuler n'importe comment non Sinon plus. ça s'abîme. Quels sont vos 2 objets préférés à tous les deux? Allez, un objet. Yves pour vous. Ça, c'est impossible. Et Monique, à vous d'en trouver un en attendant. Qu'est-ce Allez, que je prenez peux le bien pourvu. préférer? Non, mais alors là, c'est totalement impossible. Là. Je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup les formes. Regardez cette forme, chapeau. Extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de chapelier, ça, hein, si je me trompe pas. C'est pour former le cuir, le feutre du chapeau. Le feutre du Exactement. chapeau, voilà. Alors là, parce que là, il existe des formes extraordinaires, différentes, simples, qui s'écartent, qui se vissent, qui se dévissent. Mais celle-ci, elle a vraiment la forme du chapeau. On a envie de la mettre sur la tête. Et Monique, elle est plus terre à terre. Ah non, c'est terre à terre, mais j'aime ces formes arrondies qui tiennent bien dans la main. D'accord. Ah voilà, la terre. Non, pas la terre, mais le bois. Mais l'outil est fait de telle sorte que le geste vient tout seul. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite, Julie, pour le mot de la fin ici. Le temps de redescendre avec l'échelle sans tomber. Pas gagné. À tout de suite, Thibaut. On vous retrouve dans quelques instants. Le temps pour nous de faire un plongeon dans le passé, direction 1970. Nous sommes à quelques semaines de Noël. Eh bien, sachez que cette année-là, à Clairoy, petit village dans l'Oise, une trentaine de personnes, d'acteurs et de villageois avaient décidé de recréer l'ambiance d'une crèche vivante. C'est parti pour le petit sujet. On se retrouve dans à peine 3 minutes. Quelques heures seulement avant Noël, dans un petit village du département de l'Oise. Pour la plupart des habitants, Noël 70 ne sera pas tout à fait comme les autres. Nous sommes à Clairoy, à quelques kilomètres au nord de Compiègne. Cette crèche comprend une trentaine d'acteurs et d'actrices, composés d'adolescents, de plus jeunes, et en particulier les chanteurs proviennent des chorales de Clairoy et de Choisy, dont on pourra d'ailleurs tout à l'heure apprécier tout le talent et même la perfection. Mère du Christ et mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Dans le Merci, mes bons rois, pour tous ces présents. En retournant dans vos pays, dites à votre peuple que Jésus est né. Écartez de vos routes la guerre et le sang. Prêchez la paix. Ta route sera belle, Oh, David, et ta gloire éternelle. viens donc, David. C'est dans ta descendance Oh, David, que naîtra l'espérance. viens donc, David. Alléluia, Petit David, alléluia. viens danser devant ton arche, Viens danser. Alléluia, alléluia. viens danser pour ton Seigneur, petit
Voilà, c'était donc, ça se passait donc en 1970 du côté de Clairoy. Si vous aussi, hein, d'ailleurs, vous préparez des choses pour Noël, n'hésitez pas à envoyer vos petites vidéos et vos photos tout au cours de la semaine. On se fera un plaisir de les diffuser dans votre émission Picardie Matin. On fait un point sur la météo. Pour ce lundi 12 décembre, c'est gris en Picardie. Ce matin, il y avait des brumes, du brouillard. Et bien cet après-midi, c'est toujours gris. Il y a même quelques gouttes de pluie et des températures qui sont en légère hausse. Regardez, elles sont comprises entre 5 et 8 degrés. On est très très en retard. Il nous reste 50 secondes. Le point... le journal. À la midi, nous parlerons du plan grand froid, le plan hiver qui sera dévoilé ce midi par le préfet de la Somme. Le nombre de places qui seront ouvertes en centre d'hébergement pour les sans-abri. Allez, on va dire au revoir à Thibaut qui nous attend donc au musée de Vassonne. Thibaut, il ne nous reste même pas 30 secondes. Allez Julie, rapidement, c'est quoi derrière moi à votre avis? Des ruches. Brun. Alors là, bravo, je ne pensais pas que vous trouviez. Merci de nous avoir accueillis, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à venir ici à Vassonne pour visiter ce musée et donner de la vie à ce musée qui vient de se lancer. Rendez-vous demain, Julie, 9h50, on sera dans une usine qui fabrique des cintres. C'est unique en Picardie et dans les Hauts-de-France. À demain, 9h50, on vous dit tout sur les cintres. À demain Thibaut et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas votre adresse picardie.matin@francetv.fr. On vous souhaite un très bon lundi. À demain, 9h50. Bonne journée à tous.